Oh, oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Vous voyez ça? Quand vous voyez ça, alors on va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça! Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Je ne sais pas si je vais réussir à vous l'expliquer correctement. Je connais cette théorie. Ça n'avait pas de sens et par conséquent ça ne présentait aucun intérêt culturel ou éducatif. Sauf éventuellement pour les chats, les chiens et les demeurés mentaux. Et si c'était plus intelligent que ça, l'émission de philosophie qui traite la pop culture avec philosophie. Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. Les dinosaures mangent l'homme, la femme hérite de la terre. Bienvenue à Bergson Park. De quelle espèce s'agit-il? C'est un vélociraptor. Vous avez créé des raptors. Sorti en 1993, Jurassic Park est un film de Steven Spielberg réalisé à partir de l'adaptation du livre de Michael Crichton, publié en 1990. John Hammond, PDG de la puissante compagnie InGen, parvient à donner vie à des dinosaures grâce à la technologie génétique et décide de les utiliser dans le cadre d'un parc d'attractions qu'il compte ouvrir sur une île au large du Costa Rica. Avant l'ouverture, il fait visiter le parc à un groupe d'espace. Attends, vous êtes sérieux là? Je suis vraiment en train de vous résumer Jurassic Park. Bon, alors c'est simple, ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez dégager, vous allez le voir, vous avez encore une chance de sauver vos âmes et de faire en sorte que votre vie ne soit pas totalement foirée. Bon, je vais pas faire un résumé plus détaillé de Jurassic Park en fait, parce que franchement, les gens... Jurassic Park quoi. Alors, tout a déjà été dit sur Jurassic Park tant il est devenu un classique du cinéma d'action-aventure, révolutionnant la façon de faire et de penser un blockbuster. S'appuyant sur des effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque et toujours aussi crédibles aujourd'hui, Spielberg met tout son talent pour nous proposer une aventure épique, généreuse, alternant les moments d'émerveillement et les scènes d'angoisse. La première scène d'apparition du tyrannosaure reste un monument de tension pure, jouant sur les silences et les cadres pour orchestrer un de ces moments cultes de spectacle jouissif. Jurassic Park, c'est un vrai film popcorn fait avec un amour et un brio qui vous prend du début à la fin sans vous lâcher. Si on regrettera des mécaniques scénaristiques aussi grosses et maladroites qu'un brachiosaure dans un magasin de porcelaine, que des incohérences que nous avons eues depuis notre enfance nous éclatent à la gueule tel un jet de dilophosaure après revisionnage, si la technologie dans un film revêt un caractère aussi mystérieux et magique qu'un spectacle de Gérard Majax, on ne boude pas notre plaisir devant ce monument du cinéma. Non, parce que, en fait, si vous regardez la technologie, donc on appuie sur un bouton, tout marche, on appuie sur un autre bouton, il n'y a plus rien qui marche, tout est centralisé, tu fais péter un truc, ça fait tout péter, les fichiers d'ordinateur. Les fichiers d'ordinateur, le mec, c'est un génie. Le mec, il aurait pu faire des dossiers comme ça, avec les noms, là, tu cliques, tac, te tentes dans le dossier. Non, 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 tu fais une espèce de maquette 3D à 2 FPS par minute pour aller cliquer sur un truc, et tout ça pour cliquer pour la fermeture de la porte. Enfin, c'est n'importe quoi. Revoyez-le, et vous verrez. Alors, en quoi ça m'intéresse de manière philosophique? Alors, je te vois venir, auditeur, avec ta théorie du chaos et autres goldoomeries du film. Est-ce que c'est ça qui m'intéresse? Absolument pas, mon brave. Si Ian Malcolm reste un personnage emblématique de la série, il faut reconnaître qu'il est aussi crédible en mathématicien qu'un Philippe Etchebest nous parlant de géopolitique. Nous assénant d'un ton docte de ses répliques philosophiques dignes d'un première année de philosophie qui se la pète bourré à la Königsbier durant la fête étudiante du jeudi soir, Jeff Goldblum compose certes un personnage attachant et cynique, mais dont le rôle lui collera à la peau à tout jamais et qu'il déclinera à l'infini le reste de sa carrière. Si j'ai l'air dur, peut-être parce que le film tend tellement à paraphraser de manière un peu trop didactique ce qui est montré, il y a tout de même quelques répliques qui peuvent titiller notre attention, au-delà de leur aspect culte, notamment celle-ci. Non, je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin. D'un coup, quand j'entends ça, une question me taraude. C'est quoi cette vie? Sûrement avec un grand V, hein. C'est quoi cette vie dont nous parle Malcolm? C'est du côté du vitalisme et de son philosophe phare Henri Bergson que nous allons nous tourner. Né en 1859 à Paris,
Henri Bergson est l'une des figures majeures de la philosophie française à la charnière du 19e et du 20e siècle. Il consacre une grande partie de son œuvre à la question de la conscience, de la mémoire et de l'esprit, en s'appuyant sur les travaux en psychologie de son époque, puis se tournera vers une réflexion plus large sur la vie et l'évolution, et le sens de l'évolution, proposant une des lectures les plus originales de ces problèmes. Si Bergson s'approprie les travaux scientifiques de l'époque, il refuse de renoncer à une vision métaphysique et spiritualiste du monde, préférant rappeler la limite de l'intelligence humaine à saisir ce qui l'entoure. L'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui est considérée comme son chef-d'œuvre, à la lisière entre la biologie évolutionniste et une vision métaphysique du monde. Je veux parler de l'évolution créatrice. C'est dans cette œuvre que Bergson va sortir la vie du carcan du mécanisme dans laquelle on l'avait enfermé avec l'avènement des savoirs positifs au XVIIe siècle et le courant matérialiste. Ce qu'il va tenter de faire, c'est de repenser une métaphysique de la vie. La vie est ici une force, un principe à part qui se distingue de son opposé, la matière inanimée. On va hypostasier, c'est-à-dire faire de quelque chose une réalité, la vie. C'est-à-dire lui donner une réalité transcendante, comme si elle était une entité particulière. Bergson parle d'un élan vital qui traverse et transcende tous les vivants, chacun n'étant qu'une manifestation de cette force irrépressible. Ce principe serait la cause de l'unité, de l'autonomie et de la finalité qui semble s'observer dans tous les organismes vivants, bien qu'à des degrés divers. Dans le vitalisme bergsonien, l'idée est que l'évolution, comprise à travers l'idée d'élan vital, ne peut se réduire à la simple adaptation mécanique des espèces. C'est un courant qui naît au sein de la matière et qui l'organise selon un principe autonome de fonctionnement et de mouvement. Cette force passe de génération en génération, se divise entre les espèces selon une multiplicité de manifestations sans jamais en perdre en force. Elle s'apparente à un courant qui va de germe en germe par l'intermédiaire d'un organisme développé. C'est alors que la vie se conçoit comme élan vital, Bergson en faisant un processus créateur continu et imprévisible. Et là, tu le vois venir, n'est pas possible. Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... Enfin, c'est comme ça. L'évolution, car oui, l'évolution existe. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. L'évolution témoigne, pour Bergson, de cette dynamique de création continue de la vie qui crée et innove à chaque instant, se manifestant dans une diversité de formes et d'individus. Ce qui caractérise la vie, c'est le mouvement, ou du moins la production d'un mouvement au sein de la matière inerte. La matière contiendrait de l'énergie, et le vivant aurait pour but d'extraire cette énergie pour la faire exploser, créant un mouvement là où il n'y en avait pas. La vie est comparée à un obus qui va tirer sa puissance explosive de l'énergie stockée dans la matière inerte. Le vivant et l'inanimé s'opposent, en tant que le dernier représente les forces aveugles et nécessaires des lois physiques et chimiques, l'ordre de l'univers dans son aspect inébranlable et absolu, tandis que le vivant incarne la contingence, le hasard, le désordre par le mouvement qu'il crée. Si on veut aller plus loin, le vivant est l'avènement de la liberté dans le monde physique. L'évolution et ses différentes manifestations est le résultat de cette confrontation à la matière. Pour reprendre l'image de l'obus utilisée par Bergson au début du chapitre 2 de l'évolution créatrice, l'évolution est cet obus qui éclate en un nombre multiple de fragments qui sont eux-mêmes des petits obus à fragmentation. L'évolution ne se dirige pas vers une seule direction, elle est buissonnante et innovatrice. Certaines créations s'arrêtent, d'autres continuent, d'autres disparaissent comme autant de tentatives de la vie de se manifester. Le caractère explosif et divers de la vie s'explique par la force de cette dernière qui se heurte à la résistance de la matière. Et là, on peut trouver notre première illustration dans Jurassic Park de la théorie bergsonienne. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Les dinosaures sont des vivants. Créés artificiellement et recomposés,
certes, mais des vivants tout de même. Ils sont des manifestations à part entière de la vie. Le parc comprenait l'ensemble des systèmes de contrôle et de maîtrise, représente cette matière qui tente de contenir la vie dans une forme fixe. Or, on comprend, avec la découverte des œufs par Grant au milieu du film, que l'affirmation de Malcolm et par extension la thèse de Bergson possède une vérité. La vie ne peut être contenue, car elle trouve toujours un chemin malgré les résistances qu'on lui oppose. Le parc conçoit les dinosaures comme des produits finis et contrôlés. Chaque individu est une femelle, l'absence de mâle devant empêcher toute reproduction. Donc, tout débordement chaotique dans le système clos et perfectionné de l'intelligence humaine. Comment êtes-vous sûr que ce ne sont que des femelles? L'un de vous se promène dans le parc et soulève les jupes des dinosaures? Soit, cela entraînera une modification spontanée de la population dinosaurienne, les femelles devenant spontanément des mâles pour permettre la continuation de l'élan vital qui trouve toujours une parade ou une stratégie aux obstacles. Il y a de si beau dans la découverte, c'est un acte violent de pénétration qui marque au fer rouge ce qu'il explore. Ce que vous appelez découverte, je l'appelle viol de la nature. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin dans notre illustration de la pensée bergsonienne dans Jurassic Park. Bergson conçoit la vie à travers deux tendances qui ne se contredisent pas et toutes deux présentes de manière plus ou moins forte selon les espèces, l'instinct et l'intelligence. Aucune espèce n'est absolument dénuée d'instinct ou d'intelligence pour Bergson. D'une tendance sera tellement faible qu'il sera comme inexistant, comme s'il n'y avait que 0,0000001% de quelque chose. Comme un granule d'homéopathie. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien, mais c'est dans une proportion trop faible. L'instinct est la faculté d'utiliser et même de construire des instruments biologiques. L'instinct implique un usage spécifique de l'instrument, une patte, un organe, une mâchoire, etc. Dans un usage précis, de manière parfaite. Par exemple, Bergson nous présente l'exemple du sphex. Non, je dis pas un truc dégueulasse. Le sphex est un insecte qui fait partie de la famille des guêpes qui aurait tendance à aller pondre ses œufs dans des chenilles. Alors le sphex se rapproche de la chenille, la pique à plusieurs endroits stratégiques pour la paralyser et pondre tranquillement ses œufs. Ensuite, le sphex s'en va et il attend que les œufs soient fécondés à l'intérieur de la chenille, les larves sortant en dévorant leur hôte vivant. C'est charmant. Cela induit que le sphex sait où piquer. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il va à l'école des petits sphex pour apprendre les cartes d'anatomie des chenilles? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il fait plusieurs tentatives sur plusieurs chenilles jusqu'à comprendre comment ça marche? Bah non, sinon le sphex, vu sa durée de vie, il aurait un peu de mal. Du coup, le sphex sait instinctivement là où il faut piquer. Donc cela induit un rapport à la fois au corps, mais aussi à l'extérieur. Bergson parle de sympathie. Ce rapport est guidé par des automatismes, qu'ils soient très simples ou raffinés. L'intelligence est, elle, la capacité de produire et de manipuler des objets artificiels. Contrairement à l'instinct, qui se pense dans un rapport spécifique et précis à une chose, l'intelligence pense en termes des rapports et de relations entre les choses. L'instinct pénètre une spécificité de la chose. L'intelligence pense en surface, mais alterne les points de vue et les relations de la chose avec les autres choses. L'intelligence, c'est la faculté à découper la matière de manière infinie pour en tirer des outils adaptables et saisir les relations de cause à effet. Pour expliquer ça de manière simple, face à une action, l'instinct va automatiquement agir de la meilleure manière possible sans qu'il n'y ait de notion de choix. Alors que l'intelligence va permettre, par sa capacité à découper, classer et mettre en relation, un certain nombre de possibilités permettant à l'organisme vivant de choisir. Si l'intelligence, dans ses réponses, n'a pas la perfection de l'instinct, elle permet une adaptabilité presque infinie. L'homme est la manifestation de la vie, chez Bergson, qui apparaît comme le paradigme de l'intelligence, la création et l'utilisation d'outils étant ce qui définit l'homme. Bergson parlera alors d'un homo faber, c'est-à-dire un homme qui se définit par sa capacité à produire des outils. Tous les grands parcs d'attractions ont des retards. Quand ils ont ouvert Disneyland en 1956, rien ne marchait. Oui, rien. Mais John, quand les pirates des Caraïbes se détraquent, les pirates ne dévorent pas les touristes. Jurassic Park, dans ses procédés, ses dispositifs et ses moyens, est le produit même de l'intelligence.
une forme de paradigme technique où tout est créé et mis sous le contrôle de l'intelligence. Mais la finalité du parc est la vie elle-même. Or, voyons ce que nous dit Bergson à ce propos. L'intelligence est caractérisée par une incompréhension naturelle de la vie. L'intelligence, en ne connaissant et en ne traitant les choses que sous forme de rapports, les découpant, les classant et les ajustant les uns aux autres, est incapable de pénétrer en profondeur la nature des choses. Concernant la vie, elle ne la connaît qu'à travers les concepts et les classifications qu'elle produit elle-même. Or, la vie, en tant que principe immanent à tout vivant, en tant que force primordiale, ne peut se saisir à travers un découpage ou une classification. Nous ne voyons que la surface de la vie. Rien d'étonnant alors que le parc soit un échec en tant que tentative de l'intelligence de comprendre et de maîtriser la vie comme si elle était un simple outil. Cela est valable pour la matière inanimée, dont les lois sont régulières et infaillibles. Le vivant, lui, est imprévisible, surprenant et irréductible. L'échec du parc réside dans la confusion moderne entre la matière inanimée et un vivant animé par un principe qui dépasse la régularité chère aux physiciens. L'erreur de John Hammond, c'est l'erreur de la modernité, avoir confondu la biologie et la physique, la nécessité de la matière et la liberté de la vie. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et on se retrouve pour une prochaine fois. Allez, ciao!